C'était le pire désastre de l'histoire de l'aviation dans le monde, lorsque deux des plus grands avions commerciaux de l'époque sont entrés en collision lors du décollage de l'un d'eux, laissant 583 personnes sans vie. Au moment de faire cette vidéo, 45 ans se sont écoulés depuis cette terrible tragédie. Et comme nous savons le faire sur cette chaîne et dans la nouvelle section Boîte Noire, nous allons reconstruire minute par minute ce qui s'est passé. Bienvenue à Boîte Noire, de Monde de l'aviation. Cela s'est produit le 27 mars 1977 à l'aéroport de Los Rodeos, dans le nord de l'île espagnole de Tenerife, partie de ce que l'on appelle les îles Canaries. Les avions sinistrés étaient le vol 4805, un vol charter de la compagnie aérienne Koninklijke Luchtvaartmaatschappij des Pays-Bas, qui volait depuis Amsterdam, aux Pays-Bas, en direction de l'aéroport de Grande Canarie. Et le vol 1736, un vol régulier de Paname qui volait depuis les États-Unis vers l'aéroport de Grande Canarie également. Une alerte à la bombe à l'aéroport de Grande Canarie a provoqué le déroutement de nombreux vols vers Los Rodeos, dont ces deux avions qui, sans le savoir, subiraient plus tard le pire accident de l'histoire. L'aéroport de Los Rodeos n'avait pas l'habitude d'avoir beaucoup de trafic aérien et ne recevait que quelques vols par jour. Mais cette menace de bombe sur l'île voisine de Grande Canarie a tout changé. L'aéroport s'est rapidement congestionné avec des avions stationnés qui bloquaient la seule voie de circulation et forcèrent les avions qui décollèrent à rouler sur la piste. Un épais brouillard se déplaçait sur l'aéroport, de sorte que les avions et la tour de contrôle ne pouvaient pas se voir entre eux. La collision s'est produite lorsque l'avion de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij a commencé sa course au décollage, alors que l'avion de Pan Am, enveloppé dans le brouillard, était encore sur la piste et sur le point de sortir sur la voie de circulation. En le découvrant, l'avion de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij a tenté de s'élever pour dépasser l'avion de Pan Am et a presque réussi, mais a fini par le percuter. De la collision qui en a résulté. Toutes les personnes à bord du Koninklijke Luchtvaartmaatschappij 4805 sont décédées, et la majorité des occupants du Pan Am 1736, avec seulement 61 survivants à l'avant de l'avion. L'enquête ultérieurement menée par les autorités espagnoles a conclu que la cause principale de l'accident était la décision du capitaine de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij de décoller en croyant à tort qu'une autorisation de décollage avait été émise par le contrôle du trafic aérien. Les enquêteurs néerlandais ont mis davantage l'accent sur le malentendu mutuel dans les communications radio entre les équipes de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij et le contrôle du trafic aérien, ou le contrôle du trafic aérien. Mais en fin de compte, la compagnie aérienne Koninklijke Luchtvaartmaatschappij a admis que son équipe était responsable de l'accident, et cette entreprise a finalement accepté de dédommager financièrement les familles de toutes les victimes. Retournons en arrière pour reconstituer minute par minute les événements qui ont mené à ce crash d'avion. Le jour de l'accident, alors que les avions se dirigeaient vers Gran Canaria, une bombe dans le terminal des passagers de l'aéroport de Gran Canaria a explosé à 13h15 locale, ce qui serait 14h15 à Madrid, Espagne. L'explosif aurait été placé par des militants d'un groupe séparatiste qui voulait l'indépendance des Canaries de l'Espagne. Le vol 4805 de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij qui volait depuis l'aéroport international John F. Kennedy à New York, en provenance de l'aéroport international de Los Angeles aux États-Unis, reçoit l'ordre de se dérouter vers l'île voisine de Tenerife, Los Rodeos. Une heure plus tard, comme beaucoup d'autres avions, le vol 1736 de Pan Am, en provenance de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, aux Pays-Bas, reçoit le même avis et atterrit à Tenerife, qui n'est qu'à 25 minutes de vol de Gran Canaria. À cette époque, Los Rodeos était encore trop petit pour gérer une telle congestion. Ses installations étaient très limitées et il avait une seule piste de décollage, et ses contrôleurs n'étaient pas habitués à autant d'avions, encore moins à des Boeing 747, qui à l'époque étaient les avions les plus grands qui existaient. C'était même 2 fois plus grand que les avions qui les suivaient, bien que lorsqu'ils ont atterri, la journée était totalement dégagée. À 16h50, un brouillard soudain et très dense s'est formé sur la piste et cette partie de l'île.
La visibilité avait été réduite à environ 300 mètres. À 16h56, le pilote de vol de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij nommé Van Zaten a reçu la permission d'allumer ses moteurs et de se déplacer sur la piste principale, de sortir par la troisième sortie et d'atteindre la fin. Mais plus tard, le contrôleur, pour donner plus d'agilité à la manœuvre, a choisi de corriger et d'ordonner qu'il continue sur la piste principale sans dévier et qu'à la fin de celle-ci il fasse un virage de 180 degrés et attende la confirmation du décollage. 3 minutes plus tard, le Panam a reçu des instructions pour se déplacer sur la piste de décollage, la quitter en arrivant à la troisième sortie à sa gauche et confirmer sa sortie une fois la manœuvre terminée. Le Panam 1736 a dépassé la troisième sortie. On suppose qu'il ne l'a pas vu à cause du brouillard intense qui s'intensifiait, ajouté à l'absence de lumière sur la piste, et a continué vers la quatrième sortie sans que personne ne s'en rende compte. De plus, sa vitesse était anormalement réduite à cause du brouillard. À 17h05, une fois le virage de son avion terminé, le Koninklijke Luchtvaartmaatschappij de Van Zaten a augmenté la puissance des moteurs, un son qui a été enregistré dans la boîte noire, et son copilote l'a averti qu'il n'avait pas encore l'autorisation de décoller. Van Zaten, qui était instructeur ces derniers temps et habitué à enseigner aux nouveaux pilotes à se donner leurs propres autorisations lorsqu'il n'y a pas de tour de contrôle, demande au copilote de parler à la tour de Los Rodeos et dans la communication. Il est indiqué qu'il est en tête de la piste 30 en attente de décoller. Le rodéo lui donne l'itinéraire à suivre, ce qu'on appelle une autorisation de contrôle du trafic aérien, et le copilote le répète en terminant par une phrase étrange pour le moment. Nous sommes en décollage. Et je dis que c'est étrange parce que cette dernière phrase n'a pas de sens sans l'autorisation de la tour. Lorsque les équipes d'enquêteurs ont écouté ensemble et pour la première fois l'enregistrement de la tour, personne ou presque n'a compris que par cette transmission, il voulait dire qu'ils décollèrent. À ce moment-là, et pendant que son copilote terminait le collation, c'est-à-dire la répétition des ordres, Van Zaten, sans une autorisation de décollage ou clearance de décollage, a commencé le même ou a relâché les freins, comme l'enregistre la boîte noire, lorsque son copilote a terminé l'ordre et que l'avion était déjà en mouvement. Il a ajouté « Nous partons », c'est-à-dire « Nous partons » en espagnol. Le contrôleur a répondu « Ok ». Et 89 secondes plus tard, il a ajouté « Attendez pour décoller, je vous appellerai ». Lorsque le Koninklijke Luchtvaartmaatschappij a relâché les freins à 17h06, le Panam cherchait toujours la sortie à environ 1000 à 1400 mètres de leur position. La tour de contrôle a alors demandé au Panam 1736 de se signaler dès qu'il aurait dégagé la piste, et a dit Papa Alpha 1736, signaler piste libre. La boîte noire a révélé que cela a été entendu dans le cockpit de l'autre avion, le Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Une seconde après, ils répondent « Ok, nous signalerons, quand nous le laisserons libre ». Juste après cela, l'ingénieur de vol et le copilote du Koninklijke Luchtvaartmaatschappij ont exprimé des doutes sur le fait que la piste était vraiment dégagée, à quoi le capitaine Jacob Van Zaten a répondu par un dédaigneux « Oh », laissant entendre qu'il ne commettrait pas l'erreur de décoller si un autre avion était encore sur la piste. Et comme les autres membres de l'équipage étaient les beaucoup plus jeunes, ils n'ont pas osé le contester. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. 13 secondes plus tard, la collision a eu lieu. Le copilote de Panam regarda par le hublot et fut horrifié de voir que le Jumbo de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij venait directement vers eux. 8 secondes et demie avant la collision, le capitaine Victor Grabs met les moteurs à plein régime et tourne brusquement à gauche pour se dégager. Mais il est trop tard. L'impact a eu lieu à 17h, 6 minutes et 50 secondes. Le de Koninklijke Luchtvaart. Maatschappij était déjà complètement en l'air lorsque cette collision s'est produite à environ 250 km/h, mais il n'a évidemment pas réussi à atteindre une altitude suffisante pour éviter le désastre. Les experts estiment qu'une vingtaine de pieds de plus, soit environ 7,62 m de plus, aurait suffi pour passer au-dessus. Sa partie avant a heurté la partie supérieure de l'autre Boeing, arrachant le toit de la cabine et le pont supérieur des passagers, après quoi les deux moteurs ont frappé l'avion de Panam, tuant la plupart des passagers à l'arrière instantanément.
L'avion néerlandais a continué à voler après la collision, s'écrasant au sol à environ 150 mètres du lieu de l'accident, et glissant sur la piste environ 300 mètres de plus. Un violent incendie s'est déclaré immédiatement, car il était complètement chargé de carburant. Les 248 personnes à bord du Koninklijk Luchtvaartmaatschappij, y compris les passagers et l'équipage, sont mortes dans l'incendie, ainsi que 335 des 394 personnes à bord du Pan Am. Il y avait une seule passagère de l'avion Koninklijk Luchtvaartmaatschappij qui a survécu, car lorsque les passagers sont descendus de l'avion pour prendre l'air avant de se rendre à Gran Canaria, elle a refusé de remonter car elle résidait à Tenerife. Peu après la collision, un avion stationné a signalé à la tour qu'un incendie s'était déclaré. Les conditions atmosphériques ont rendu impossible la visualisation de l'accident depuis la tour de contrôle, d'où on a seulement entendu une explosion suivie d'une autre, sans que la situation ou les causes ne soient claires. Quand le brouillard s'est un peu dissipé, ils ont pu voir pour la première fois un avion complètement enveloppé de flammes. Après avoir commencé à éteindre le feu, le brouillard a continué à se dissiper, et ils ont pu voir une autre lumière, qu'ils pensaient être une partie du même avion. Ils ont divisé les camions de pompiers, et en s'approchant de ce qu'ils pensaient être un deuxième foyer du même feu, ils ont découvert un deuxième avion en flammes. Ils ont immédiatement concentré leurs efforts sur ce deuxième avion, car il était complètement impossible de faire quoi que ce soit sur le premier. Selon les survivants du vol Pan Am, y compris le capitaine Victor Grafs, l'impact n'a pas été terriblement plus violent, ce qui a amené certains passagers à croire qu'il s'agissait d'une explosion. Quelques-uns situés à l'avant ont sauté sur la piste par des ouvertures sur le côté gauche pendant que diverses explosions se produisaient. L'évacuation, cependant, a eu lieu assez rapidement et les blessés ont été transportés. Beaucoup ont dû sauter directement à l'aveuglette et une grande partie des survivants ont eu des fractures et des entorses à cause de la hauteur de ce type d'avion. Des camions de pompiers des villes voisines de La Laguna et Santa Cruz ont dû être utilisés et le feu n'a pas été complètement éteint avant 3h30 du matin le 28 mars. Le désastre a eu une influence durable sur l'industrie aéronautique, soulignant en particulier l'importance vitale de l'utilisation de la technologie standardisée dans les communications radio. Les procédures de capture de cabine ont également été révisées, ce qui a contribué à l'établissement de la gestion des ressources de l'équipage comme partie fondamentale de la formation des pilotes de compagnies aériennes. J'espère que vous avez aimé la vidéo de cette nouvelle section de la chaîne, Boîte Noire, où nous allons passer en revue différents accidents aériens, en essayant de comprendre les variables qui conduisent à une chaîne d'événements malheureux, tant dans l'aviation civile que militaire, jusqu'à une nouvelle vidéo de Monde de l'aviation.